Bonjour. Aujourd'hui, on se parle de Beijing, dans cette belle, grande, puissante capitale, capitale de la Chine d'aujourd'hui, là où le monde entier se retrouve, mais aussi capitale de cette longue histoire des dynasties chinoises, cette cité interdite où la civilisation chinoise s'est construite. Une ville aujourd'hui moderne qui a su conquérir son ciel bleu. Maintenant, on peut parler du ciel bleu de Beijing. Et puis, on peut aussi voir cette ville très active avec les milieux culturels, avec ses quartiers nouveaux. On voit des halls d'exposition. Et puis, cette dynamique économique, commerciale, mais aussi industrielle et scientifique. Beijing, une puissante et belle capitale. Voilà bientôt près de 50 années que je fréquente la Chine. J'ai connu Beijing en tant que jeune étudiant. Ce qui m'avait frappé et ce que j'avais aimé à Beijing, c'est tous ces enfants dans les rues. À l'époque, il y avait des tables de ping-pong à peu près partout. Et dès qu'on arrivait quelque part, des jeunes enfants venaient vers nous, le sourire aux lèvres, nous proposant une raquette pour qu'on joue au ping-pong avec eux. On a souvent joué, mais on n'a jamais gagné. En fait, cette jeunesse chinoise m'avait fait penser très tôt que la Chine serait un pays accueillant et que l'étranger était dans ce pays bienvenu. J'ai beaucoup aimé Beijing de cette époque. C'était une époque où il y avait des vélos partout, où il y avait une population qui était en contact direct. Et donc, j'ai vu progressivement, au fil du temps, Beijing changer, devenir une très grande métropole. Beijing s'est fait connaître du monde entier, maintenant après de nombreuses années et beaucoup d'initiatives, mais notamment avec les Jeux Olympiques de 2008. Ça a été d'abord un spectacle formidable, ces Jeux Olympiques. J'étais dans ce stade qui était magnifique, avec une cérémonie d'ouverture exceptionnelle, une qualité artistique, des lumières, des sons, une flamme olympique dans le ciel. Et puis, je me souviens de ces tambours, de tout cet hommage à Confucius, à toutes les grandes traditions, les grandes conquêtes de la civilisation chinoise. C'était très émouvant. On avait les larmes aux yeux tellement c'était prenant. Cette cérémonie-là a sans doute fait connaître encore Beijing davantage. Mais c'est une métropole, aujourd'hui une capitale, qui a toutes les caractéristiques de la capitale. D'abord, c'est le lieu du pouvoir, là où le président Xi Jinping reçoit ses invités internationaux, là où on passe les armées en revue, là où on entend les hymnes nationaux. Mais c'est aussi une ville de l'intelligence, avec ses universités parmi les meilleures du monde, avec les centres de recherche, car c'est une ville très innovante. Les écoles qui sont aujourd'hui à Beijing font souvent figure d'écoles exemplaires dans le monde entier. Même un pays comme la France est venu créer à Beijing une école, par exemple, pour les ingénieurs. L'école centrale de Paris est installée à Beijing. C'est un lieu où la formation est stratégique, la recherche, l'innovation. Ce qui fait que cette ville est très compétitive, tournée vers l'avenir, tournée vers l'innovation, avec naturellement les très grandes entreprises, ces entreprises chinoises puissantes qui travaillent dans le monde entier, mais aussi les start-up, mais aussi toutes ces petites entreprises de l'intelligence nouvelle qui sont mobilisées sur les grands sujets de demain. Beijing aussi est un point, je dirais, d'information, de connexion au monde, parce que ici, le monde international est très présent. Dans les hôtels, on rencontre des Américains, des Russes, des Français, des Allemands. On voit le monde entier vient à Pékin. Le monde entier vient voir ce qui se passe dans cette Chine foisonnante. Et c'est très intéressant de voir qu'un certain nombre de dirigeants du monde ne se connaissent qu'à Pékin. C'est à Pékin qu'ils se rencontrent, c'est quelquefois à Pékin qu'on se voit. Il m'est souvent arrivé de prendre des rendez-vous avec des Allemands. Où est-ce qu'on va se voir? Eh bien finalement, tu es à Pékin le mois prochain, moi aussi on va se voir à Pékin.
à Pékin, le monde entier vient observer la Chine. Il y a dans cette ville aussi beaucoup de travaux d'urbanisme qui ont été réalisés. On y voit maintenant des tours très créatives, on voit une architecture très moderne qui cohabite avec les Hutong. Et donc j'ai vu, de mes yeux vus, les progrès de Beijing. Beijing a pour la Chine une place très importante puisque ça en est le cœur du pouvoir politique, mais aussi le cœur du pouvoir économique souvent. Même si d'autres grandes métropoles en Chine existent, et si il y a une certaine décentralisation qui existe de manière significative dans les provinces de Chine. Mais Beijing, c'est la ville qui est devenue tellement grande que maintenant les stratèges chinois cherchent à organiser l'urbanisme un peu en réseau, à connecter Beijing avec d'autres villes, d'autres provinces autour et à faire en sorte que se développe une grande métropole, une grande, nous dirions en France, communauté de villes, mais le tout connecté par des voies de communication très rapides. Je pense à Tianjin. Dans le temps, il fallait 5 heures pour aller à Tianjin. Maintenant, en 1 heure, on est à Tianjin. Tianjin, c'est une ville industrielle très importante. C'est là que Airbus s'est implanté. Et c'est là que Airbus se développe avec ses partenaires chinois. C'est une ville de recherche, c'est une ville d'innovation, Tianjin. Mais Tianjin maintenant est connecté à Beijing. Il faut aujourd'hui voir que le Hubei, la province voisine, est également irriguée par l'influence de Beijing. Et donc, dans cette vision architecturale, il y a une vision d'une très grande métropole avec plusieurs pôles. Il y a tous ces périphériques, il y a tous ces réseaux, des réseaux ferroviaires, des réseaux routiers, des réseaux par canaux également, qui font que ici s'installe une sorte d'étoile. Beijing, l'étoile de Chine, cette étoile qui rayonne sur une grande partie du pays. Tout commence ici, à Beijing. La mégalopole et capitale a besoin d'air. Depuis 2014, afin de poursuivre la délocalisation des fonctions non essentielles de la capitale et guérir Beijing de la maladie des grandes villes, le gouvernement chinois a intensifié le développement coordonné de la région Beijing-Tianjin-Hebei. L'objectif est de construire une agglomération urbaine mondiale centrée autour de la capitale. En tant que centre politique, économique et culturel de la Chine, Beijing entend se concentrer sur l'industrie des hautes technologies et l'innovation. La capitale souhaite également limiter sa population. Le développement s'étend à l'est, à Tianjin, autre pôle économique de la région. Le trajet de Beijing à Tianjin dure moins d'1 heure en train. Tianjin se concentrera sur le développement de l'industrie manufacturière moderne. Au sud, Beijing se tourne évidemment vers ce que l'on appelle la ville du futur, la nouvelle zone de Xiong'an. Le temps de trajet de Beijing à Xiong'an ne prendra pas plus de 30 minutes. Au fur et à mesure que la croissance s'étend dans la province du Hebei, les liaisons entre Beijing, Baoding et toute la région jusqu'à Shijiazhuang seront de plus en plus importantes. La province du Hebei consacrera ses efforts à l'amélioration de ses infrastructures et au développement des industries manufacturières et agricoles modernes. Au nord, Beijing sera connecté à Zhangjiakou, l'arrière-cour de Beijing, qui co-organisera avec la capitale les Jeux olympiques d'hiver de 2022. Les athlètes pourront se rendre de Beijing à Zhangjiakou en moins d'1 heure en TGV. La région Beijing-Tianjin-Hebei, qui couvre un rayon de plus de 300 km, espère devenir une des agglomérations urbaines les plus florissantes du monde, la zone pilote en matière d'innovation technologique et un modèle écologique pour les autres villes. Le développement est déjà passé à la vitesse supérieure. Beijing sait garder son visage ancien. On retrouve un peu ce que j'ai vécu il y a plus de 50 ans, c'est ces Hutong, ces maisons, souvent des maisons carrées, des maisons de petite dimension. De petite dimension quand on les voit de l'extérieur, mais dès qu'on rentre, on s'aperçoit que ça peut être plus grand. On y voit là une caractéristique architecturale magnifique, avec ces toits qui sont des toits très harmonieux. Et puis, dans ces quartiers-là,
une bonne odeur de cuisine. On sent des volailles, on sent des fruits, on sent des légumes. On sent que ce pays de Beijing connaît la bonne cuisine. Et au fond, il y a aujourd'hui des restaurants très modernes, mais qui sentent la copie de restaurants anciens. On retrouve cette ambiance très conviviale, souvent joyeuse. J'aime comment les habitants de Beijing sont heureux quand ils sont à table. On entend dans les restaurants quelquefois chanter. On entend qu'on fait des campées de ci, de là, pour créer de la chaleur humaine. Au fond, Beijing est cette ville dont le cœur est resté un cœur battant, avec ses parcs. On va faire de la gymnastique tôt le matin, avec l'ensemble de ces beaux oiseaux qu'on retrouve un peu toujours sur les tapisseries au Palais du Peuple. Au fond, Beijing est resté une ville qui a été très attachée à ses valeurs initiales. Maintenant, il y a des grands boulevards. Maintenant, le vélo électrique a remplacé le piéton ou a remplacé le vélo d'antan. Mais cette ville reste une ville avec des grandes avenues, qui a une forme de noblesse. Ici, on voit les événements se dérouler de manière majestueuse. On voit les bâtiments également être majestueux. Quand on voit cette grande place Tiananmen, quand on voit ces grands musées, quand on voit ces temples du ciel, là on allait célébrer les récoltes dans le temps pour essayer que le ciel vienne aider le paysan. Il y avait là toute une histoire, toute une tradition qu'on ressent encore aujourd'hui à Beijing. Nous sommes très heureux de voir que, en fait, en Chine, une sorte de développement de la conscience du patrimoine. De plus en plus, en Chine, on est attaché au patrimoine bâti, au patrimoine naturel, au patrimoine culturel. Et donc, on voit maintenant en Chine certains quartiers protégés, des opérations d'aménagement du patrimoine, des opérations de protection du patrimoine. Voici Dashelan, l'un des vieux quartiers de Hutong les plus connus de Beijing. Il est devenu un lieu touristique très populaire grâce à ses 18 projets de promotion du patrimoine culturel immatériel et est également le lieu où vivent 50 000 personnes. Pourtant, il ne ressemblait pas à ça avant sa restauration qui a coûté plus de 20 millions de yuan il y a 10 ans. Beijing entend désormais apporter cette même ambiance à plus de Hutong en préservant leur patrimoine culturel et en améliorant la qualité de vie de leurs résidents. Des efforts similaires à ceux qui ont été fournis ici, à Dashelan, sont également déployés dans d'autres Hutong. Yuan Zhishan habite depuis plus de 3 décennies dans le Hutong de Dazhiqiao, une zone résidentielle très proche de Dashelan. Quelques 400 personnes habitent à Dazhiqiao, restaurée récemment. Avant les rénovations, la rue était pleine de vendeurs de nourriture. Il y avait de l'huile et de la fumée partout. Les gens se battaient, se querellaient dans la rue. Nous sortions peu. Il aura fallu plus d'1 an pour nettoyer le Hutong de Dazhiqiao de 186 mètres de long, démolir la façade des magasins non autorisés, rénover les murs extérieurs et enterrer les câbles électriques. Le district prévoit de mettre en place des rénovations similaires pour les autres Hutong. Après la rénovation de Dazhiqiao, des plans de rénovation pour 6 autres Hutong du quartier ont été lancés en avril 2017. Les autorités locales sont encore en train de discuter de la manière dont l'espace rénové sera utilisé. Devrait-il y promouvoir le patrimoine culturel de la région ou y développer une rue commerciale similaire à celle de Dashelan? Mais cela pourrait ne pas être aussi simple. Les Hutong sont principalement des zones d'habitation, mais il existe maintenant un espace ouvert aux visiteurs, donc nous essayons de nous baser sur la gestion immobilière moderne pour gérer la zone. La plupart des Hutong de Beijing se sont formés au XIIIe siècle sous la dynastie Yuan et ont déjà connu quelques centaines d'années d'évolution. Il existe plus de 6000 Hutong à Beijing. Ils sont le domicile de nombreux vestiges culturels et de millions de personnes. La protection de ces cours traditionnels a suscité certaines des plus profondes émotions de la mémoire collective des Pékinois. Nous sommes en 2019.
En 2019, c'est les 70 ans, c'est l'anniversaire de la fondation de la Chine. On ne pourrait pas aujourd'hui célébrer la Chine si on ne célébrait pas Beijing. Je crois que la réussite de Beijing et la réussite de la Chine sont liées. En 70 ans, la Chine a fait des progrès considérables. La Chine, au fond, était un pays qui a beaucoup de qualités, mais qui n'avait pas trouvé sa place depuis une centaine d'années, depuis la révolution industrielle, sa place au premier rang des nations du monde. Dans le passé, la Chine était la première puissance du monde. C'est là où de grandes inventions ont été trouvées. La Chine, jusque vers les années 1800, a été la première puissance du monde. Et puis la Chine est passée un peu à côté de la révolution industrielle pour revenir, depuis 70 ans, au premier rang des nations du monde. Alors on a vu la Chine émerger progressivement. On a d'abord vu la Chine réussir des performances scientifiques. On a vu ensuite la Chine se développer et finalement devenir leader dans bien des domaines. Aujourd'hui, on parle de médecine et on parle de santé. On connaissait la médecine traditionnelle chinoise. Maintenant, on sait que, par exemple, l'aspirine est un produit dont la Chine est leader mondial. On voit que la Chine s'est ouverte au sport. La Chine est leader mondial des raquettes de tennis. La Chine est devenue leader mondial dans un très grand nombre de secteurs. Elle s'est affirmée. Elle a d'abord construit ses infrastructures, ses routes, ses autoroutes, ses aéroports. Puis elle a développé ses entreprises, les entreprises industrielles, les entreprises des industries lourdes, puis de plus en plus les entreprises de technologie, et aujourd'hui les entreprises de l'information, les Tencent, les Alibaba et toutes les autres. La Chine s'est transformée progressivement, et puis elle s'est montrée au monde. Elle s'est montrée avec les Jeux Olympiques dont on parlait en 2008. Elle s'est montrée avec, à Shanghai, l'exposition universelle. Et puis, elle s'est montrée en organisant le G20. Finalement, pendant ces années, la Chine est revenue au premier rang des nations du monde. La Chine a retrouvé sa place autour de la table des nations du monde. Et finalement, elle a réussi aujourd'hui à être la deuxième économie. Et on voit bien que les États-Unis souvent sont inquiets de cette émergence de la Chine. Et on voit qu'il y a quelque agressivité dans les propos du président américain vis-à-vis de la Chine. Sans doute parce qu'il s'est inquiété de ce développement de la Chine. Cette réaction-là est sans doute l'une des manifestations des succès de la Chine. Pourquoi la Chine en est-elle arrivée là ? C'est au fond cette idée géniale d'associer la réforme et l'ouverture. Parce que ce sont deux valeurs qui aujourd'hui devraient être le consensus mondial. La réforme et l'ouverture. La réforme, c'est nécessaire pour tous les pays. Tous les pays doivent se réformer pour s'adapter au monde. Mais la réforme en France, ce n'est pas la même réforme qu'en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine ou aux États-Unis. Chaque pays a ses réformes à faire. Mais chaque pays ne peut pas passer à côté de ses réformes. C'est pour ça qu'il faut s'adapter, c'est pour ça qu'il faut pouvoir réformer. Ce n'est pas toujours facile, notamment en Europe. Et il faut souvent aux dirigeants du courage pour pouvoir réformer. Mais la réforme est un impératif. Et la Chine a montré que c'était un impératif gagnant. En 40 ans, ils ont fait tellement de réformes qu'ils ont retrouvé, les Chinois, la place qu'ils occupaient avant la révolution industrielle, c'est-à-dire au premier rang des nations du monde. La réforme, c'est nécessaire pour tous, mais la réforme sans la fermeture, la réforme avec l'ouverture, cette ouverture sur les autres, cette ouverture par le commerce d'abord, mais aussi par la culture, par la science, par les relations humaines, pour voir en toutes circonstances aller chercher chez l'autre ce dont on a besoin. Personne ne peut réussir tout seul. On a besoin des autres pour réussir.
Et quand je vois que certains parlent de guerre économique, je préfère la position chinoise qui est de parler de coopération internationale. La coopération, c'est là qu'on peut jouer la carte de l'apaisement. Je pense que le président Xi Jinping est devenu l'homme de la situation. Au fond, pendant très longtemps, la Chine continuait à progresser en s'occupant d'abord de ses problèmes intérieurs, de ses stratégies de développement. Et la Chine n'avait pas d'ambition extérieure. Elle était un partenaire mondial, mais pas forcément de premier plan. Et puis, progressivement, elle est devenue leader. Elle est devenue leader sur le plan économique dans bien des domaines. Elle est devenue leader sur le plan financier dans bien des domaines. Elle est devenue aussi très active sur le plan culturel. Et au fond, devenant une nation parmi les premières nations du monde, elle ne pouvait pas ne pas avoir un leadership. Et je pense que nous sommes passés de la période de l'émergence pacifique, qui était une période discrète, à une période de leadership où la Chine veut faire valoir ses idées, et notamment ses idées sur le fonctionnement du monde. Et donc M. Xi Jinping est l'homme qui a porté le leadership de la Chine. C'est un leader. Il connaît la Chine dans ses profondeurs, il a exercé toutes les responsabilités de la hiérarchie chinoise. Il connaît bien les Chinois, il connaît bien son pays. Et puis il a cette force naturelle de quelqu'un qui s'est construit à la force du poignet et qui en fait un leader écouté dans le monde. Il participe à des réunions internationales, il va même dans des situations qui sont quelquefois des situations de conflit. Autrefois, la Chine restait à l'extérieur de tout cela. Maintenant, elle travaille pour la paix sur le terrain. La Chine joue un rôle de leader parmi d'autres leaders sur le plan mondial. C'est ça, je crois, qui est le temps fort de cette présidence Xi Jinping. C'est que nous sommes arrivés à une étape où la Chine a un rôle à jouer. Elle a demandé au départ à ce que ses droits soient reconnus. Puisque ses droits sont reconnus, maintenant elle veut aussi assumer ses devoirs. Et c'est pour ça que la Chine s'engage pour une rénovation du multilatéralisme, pour une vision multipolaire, avec des projets comme Belt and Road, avec des initiatives comme la foire des importations de Shanghai. Tout ceci pour bien montrer que la Chine assume son rôle international, elle défend ses droits, mais elle assume ses devoirs et le devoir de rechercher un bon équilibre du monde. Et de ce point de vue-là, la Chine travaille dans le bon sens pour permettre à une forme de multilatéralisme de se réformer, mais de rester la règle pour la bonne entente, une bonne entente qui se construit par la coopération et le dialogue. Quand j'avais 20 ans, les États-Unis étaient de plus en plus présents dans la situation politique et économique de l'Europe. On voyait la vague américaine arriver. Et il y a eu plusieurs écrivains qui nous ont décrit ce qu'était l'Amérique de l'époque. Et jeunes étudiants, on a lu Le Défi américain, qui nous présentait les recherches que faisaient les États-Unis sur Internet, par exemple, qui nous ont présenté quelques perspectives d'avenir. Et on avait préparé l'opinion européenne à ce qu'on puisse s'habituer à ce que sont les États-Unis, grande puissance mondiale. Mais aujourd'hui, la grande puissance émergente, c'est devenu la Chine. Mais la Chine, c'est une civilisation qui a fait pendant des milliers d'années, plus de 5000 ans, son parcours tout seul. Les États-Unis, ils sont nés de l'Europe, donc culturellement on était plus préparés. Mais la Chine, c'est une civilisation, je dirais autonome, qui s'est construite sans l'Europe. Et donc, il faut connaître la Chine, il faut comprendre la Chine. La Chine, elle n'a pas forcément les mêmes valeurs que nous. Elle n'a pas la même organisation que nous. On se sent très proche avec les Chinois, nous Européens, et particulièrement les Français. Mais néanmoins, on est sur des bases culturelles différentes. Et donc moi je souhaite qu'on comprenne mieux la Chine, on s'intéresse à la culture de la Chine. Car derrière les produits chinois, derrière les entreprises chinoises, il y a des idées, il y a des projets qui sont des projets d'ordre culturel. Et donc il faut s'intéresser à ce concept de yin et de yang, à ce balancement, à cette recherche de l'harmonie. Il faut s'intéresser à ce qu'est aujourd'hui la situation de la Chine dans le monde. Pourquoi la Chine vise un développement pacifique du monde? Tout cela, c'est dans sa logique pour
la Chine, l'attitude belliqueuse n'est pas la bonne. C'est un pays qui n'a fait la guerre dans toute son histoire que quand il a été attaqué. C'est un pays qui a toujours fait de la paix une stratégie. Ça ne l'empêche pas de vouloir progresser, ça ne l'empêche pas de vouloir défendre les intérêts des Chinois. Naturellement, la Chine défend la Chine. Mais la Chine a compris qu'il fallait vivre avec les autres. Ça fait partie des acquis de la grande civilisation chinoise. C'est pour ça que je souhaite qu'on parle aujourd'hui aux jeunes Français, aux jeunes Européens, pour leur dire, il y a dans votre avenir une part de Chine que vous devez connaître. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir chinois, pas plus que les Chinois vont devenir européens. Il faut au contraire que chacun vive sa culture, mais il faut s'intéresser à la culture de l'autre. Il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de choses qui vont nous venir de Chine et qui sont des bonnes choses. Il y a des très bons artistes. L'autre jour, j'étais à un concert de Lang Lang en piano. C'était formidable. Un jeune Chinois qui nous donnait des leçons de piano merveilleuses. On a besoin de ces échanges. Et pourtant, le piano, on croyait autrefois que c'était une idée occidentale. Mais non, vous savez, les Chinois ont beaucoup de choses à nous dire sur la musique. Ils ont beaucoup de choses à nous dire sur la poésie. La poésie chinoise est une poésie qu'on aimerait bien souvent voir se développer, notamment quand elle s'intéresse à toutes les questions qu'on dirait aujourd'hui écologiques. Mais parce que la poésie chinoise, c'est souvent des récits de montagnes, de nuages, d'eau, de pêcheurs, de ceux qui vivent auprès de la nature. Il y a beaucoup de choses dans la civilisation chinoise qui nous intéressent et qu'il nous faut apprendre pour vivre avec. Je pense que le défi chinois aujourd'hui, c'est comment faire en sorte qu'on soit à la fois une grande puissance économique, financière, militaire, mais aussi qu'on participe à la culture du monde. Et pour ça, il faut que le monde cherche à vous comprendre. Et donc moi, je suis un militant engagé pour expliquer ce que je connais de la Chine, ce que je comprends de la Chine, pour l'expliquer aux jeunes Français. Je pense vraiment qu'il faut aimer l'histoire de Chine, il faut aimer la civilisation chinoise, il faut s'intéresser à elle et puis dialoguer avec elle. Dialoguer entre notre culture, celle qui s'est fondée à Rome, à Athènes, celle qui a parlé latin, celle qui a parlé grec. Cette culture-là, c'est la nôtre. Ce n'est pas la culture chinoise, mais il faut que les deux se parlent, car on a des bonnes choses à tirer des uns et des autres. La civilisation chinoise est un élément indispensable à l'équilibre du monde, à la paix du monde. Et c'est pour ça qu'il faut la connaître, la travailler, dialoguer avec elle, rester nous-mêmes, mais rester ouverts à cette culture multimillénaire qui apporte des idées neuves très importantes pour l'équilibre du monde. J'étais content de parler avec vous aujourd'hui de ce parcours de la Chine, pour lequel Beijing a toujours été un point indispensable. Je vous le disais, parce que Beijing, c'est un pôle de développement économique et culturel, mais c'est aussi un pôle de rayonnement. Et que le monde entier se retrouve à Beijing, et que c'est là, souvent, que la Chine parle au monde. Et au fond, cette grande Chine, puissante, large, quelquefois mystérieuse, c'est souvent à Beijing qu'on la comprend, qu'on la voit et qu'on parle avec elle. Et donc, je voudrais dire que je suis très heureux de pouvoir parler avec vous de la Chine à partir de Beijing, la grande capitale.